Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. C'est avec cette pensée d'Alexis de Tocqueville que s'ouvre votre émission Patriotes d'Afrique. Bonjour à tous. Le numéro d'aujourd'hui est consacré à la vie de Kwame Nkrumah, ancien président du Ghana, ancien premier ministre de la Côte de l'Or. Et pour en parler, nous recevons ce matin sur ce plateau professeur Sidiki Traoré. Il est enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizebo. Professeur, bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Professeur Boulkindi, Prosper Koulidiati, il est aussi enseignant-chercheur en littérature africaine, expert en diplomatie et relations internationales. Professeur, bonjour. Bonjour. Je le disais, on parle de Kwame Nkrumah, ancien Premier ministre de la Côte de l'Or, ancien président du Ghana. Alors, quand on parle tout de suite de Kwame Nkrumah, qu'est-ce que vous vient en tête, professeur Koulidiati? Kwame Nkrumah, c'est l'homme qui aura consacré sa vie à la politique, mais surtout à la politique pour une Afrique libre, indépendante et unie surtout. Professeur Sidiki Traoré. Oui, Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, quand on entend son nom, en tout cas pour beaucoup d'Africains d'aujourd'hui et même d'hier, il est véritablement et certainement le prophète du panafricanisme. Pas un panafricanisme dans les discours, mais un panafricanisme dans les actes, dans ses relations avec beaucoup de ses homologues à l'époque. Alors, comme bon nombre de ses homologues, dites-nous, quand est-ce que le militantisme politique ou l'engagement politique de l'homme a réellement commencé? C'est bien sûr quand il aura l'occasion, au cours de son cursus scolaire, et surtout quand il aura l'occasion d'arriver à la capitale, Accra, pour des études supérieures. Il va découvrir la pensée de Marcus Garvey, leur foi en la race noire, leur foi au fait que l'Afrique peut devenir une grande puissance si et seulement si les Africains avaient confiance en eux et s'unissaient dans un grand projet panafricaniste. Alors, professeur Sidiki et professeur Koulidiati, dites-nous, le fait de s'intéresser à la politique, il a eu vraiment pour objectif l'impérialisme, le colonialisme. Qu'est-ce qu'il a vraiment dirigé vers ce courant-là? Le collègue l'a dit, Kwame Nkrumah devait s'envoler pour les États-Unis où il fréquentait l'université Lincoln, l'une des prestigieuses universités des États-Unis et même du monde. C'est de là que la fibre panafricaniste va naître. Et par la suite, il va encore prendre part, en 1945 donc, au 5e congrès des panafricanistes, et donc à Manchester, au Royaume-Uni. C'est là qu'il va côtoyer davantage quelques ténors du panafricanisme. On pense notamment à William Dubois. Mais auparavant, c'est quelqu'un qui avait déjà été inspiré par Marcus Garvey et puis les pensées marxistes-léninistes, qui l'ont beaucoup inspiré. Donc, à avoir confiance, avoir foi en une Afrique libre, indépendante. Il va tout de suite s'engager dans la lutte panafricaniste, quand il va notamment revenir au pays en 1947. Et tout de suite, Kwame Nkrumah va commencer à organiser la masse populaire. Mais dites-nous, est-ce qu'il y a un facteur déclencheur de cette détermination-là, de cette envie, de cet engouement-là? Déjà, Kwame Nkrumah, quand il était déjà au Ghana, il est né d'une famille de commerçants. Et il voyait un peu comment ses parents trimaient déjà pour se faire... avec l'administration coloniale, le commerce, c'était vraiment l'administration coloniale qui gérait tout. C'est des choses qui ont marqué l'enfance déjà de Kwame Nkrumah, mais lorsqu'il va arriver à Accra également, il va commencer à lire beaucoup. Il va lire les pensées panafricanistes, il va lire les pensées révolutionnaires. Et tout ça, ça va amener l'homme à raffermir la volonté donc, de lutter contre le colonisateur, qui était très, très oppressif, hein, le colonisateur ghanéen. Britannique en son temps, oui. Et donc, il va commencer à s'organiser hein, mentalement, spirituellement, en lisant beaucoup. Et il aura l'occasion d'aller justement aux États-Unis, je l'ai dit tout à l'heure, où il va commencer à côtoyer les William Dubois. Il va rencontrer
quelques ténors donc, du mouvement d'une Afrique du retour aux sources africaines portées par quelques intellectuels. Mais l'élément déclencheur, à mon avis, c'est le 5e congrès du panafricanisme qui a été tenu à Manchester, donc en 1945. Auquel il a participé. Auquel il a participé, il a côtoyé notamment des ténors du panafricanisme. Et l'idéal, l'idée développée au cours de ce congrès, c'était vraiment de tirer leçon, d'amener le colonisateur à tirer toutes les conséquences liées à la Seconde Guerre mondiale, parce que cette guerre a été fondée par le refus des Occidentaux de subir l'hydre hitlérien. Donc, c'est ça qui a motivé la Seconde Guerre mondiale. Donc, à partir du moment où cette guerre a pris fin, il était question maintenant aux Noirs aussi de dire, mais écoutez, nous avons été dominés sous domination coloniale. Vous avez refusé que Hitler n'applique sur vous ce que vous appliquez sur nous. Alors donc, nous nous engageons désormais résolument aussi pour les indépendances. Et donc, c'est ça qui va amener Kwame Nkrumah à plier bagage pour retourner au Ghana et organiser la masse populaire pour les indépendances de son pays. D'accord. Alors, on va certainement y revenir. Au lendemain des indépendances, il est revenu au Ghana. Mais professeur Sidiki, en tant qu'étudiant, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'il a eu à faire, qu'est-ce qu'il a eu comme impact quand il était surtout aux États-Unis? Bon, peut-être juste avant de répondre à cette question, quand même encore un mot sur les éléments qui ont pu contribuer à l'engager. Parce qu'il y a le contexte politique international de l'époque. Donc, le collègue l'a souligné tout à l'heure avec la Deuxième Guerre mondiale. Alors, beaucoup d'anciennes colonies vont se lancer dans cette lutte d'indépendance. Donc, il y a le cas donc, de l'Inde, donc, qui était à l'époque la plus grande colonie britannique. Après, il y avait aussi l'Égypte qui se battait dans les années donc, 50, 56 par là. Sans oublier bon, la guerre d'Algérie, donc en Afrique francophone, sans oublier aussi la guerre d'indépendance au Cameroun qui va se solder par l'assassinat de Ruben, etc. Donc, lui, il ne pouvait pas rester insensible à ce contexte où déjà il était en train de se battre pour accéder à l'indépendance, comme les Occidentaux se sont battus, ou les Européens, dans leur majorité, se sont battus donc, pour ne pas subir donc, le dictat que voulait leur imposer donc, Hitler. Bien, maintenant, comment il va s'y prendre en tant qu'étudiant? C'est son activisme. On le voit sur tous les fronts. Hein? Voilà, il est très ambitieux. Et donc, d'Accra, il arrive aux États-Unis. Aux États-Unis, il s'inscrit, il fait l'économie, ensuite la sociologie, ensuite la philosophie. Dans le même temps, il participe à des activités d'étudiants soucieux de l'avenir du continent. Et il va se nourrir donc, aux idéaux de Marcus Garvey, de William Du Bois, de Malcolm X. Et je souligne d'ailleurs qu'il va, à un moment donné, recevoir même au Ghana William Du Bois, Malcolm X, etc. Donc, en quittant, comment dirais-je... Parce que le Ghana était devenu le refuge des panafricanistes. Et donc, des États-Unis, il va se retrouver en Angleterre où c'est toujours les milieux donc, panafricanistes, indépendantistes, là, qui vont toujours l'attirer. On va le voir, comme l'a dit le collègue, donc, au congrès donc, des panafricanistes, à l'époque à Manchester. Donc, voilà comment, en tout cas, à l'époque, parmi la jeunesse ghanéenne politisée, là, il n'y avait pas quelqu'un de plus qui était autant engagé, qui était très engagé comme activiste donc, pour l'indépendance de son pays. Alors, au lendemain des indépendances, il revient au Ghana. Quelles ont été les premières actions de l'homme? Bien, il a senti que, inexorablement, le Ghana était en train d'aller vers un processus d'indépendance. Il avait compris que les indépendances étaient devenues irréversibles. Et donc, très rapidement, il va commencer donc, à organiser un parti qu'il va fonder. Donc, l'United Gold Coast Convention, donc ça sera son premier parti, l'UGCC, et il va s'appuyer pour cela sur les notabilités traditionnelles. Et bon, ça sera comme ça ses premiers combats.
Et à part la suite, il va découvrir que cela ne suffisait pas et qu'il fallait donc engager massivement, il fallait donc recruter massivement la jeunesse, les mouvements de jeunesse dans son parti. Et c'est cela qui va lui donner à ce moment-là une véritable assise au Ghana. Alors, professeur Kouliati, il y a le professeur Sidiki qui parlait de l'UGCC, ce parti-là, où Kwame Nkrumah il a même assuré le secrétariat général. C'est un parti d'indigènes ghanéens où c'était un tout petit peu les notables indigènes. Mais qu'est-ce qui a fait que Kwame Nkrumah, lui tout de suite, ce parti qui était un parti d'indigènes notables, lui, il a changé, il a transformé en parti de masse? Oui, il ne l'a pas transformé, il a plus ou moins quitté. En réalité, c'était un parti inféodé un peu à l'administration coloniale et ça n'arrangeait pas Kwame Nkrumah qui voulait un Ghana indépendant, libre de ses économies, libre de sa politique, libre de son administration. Il fallait vraiment contourner ce parti qui a été toujours contrôlé par l'administration coloniale, l'UGCC. Oui. Alors, c'est un parti qui existait déjà, hein, et quand il est rentré qu'il a cherché à l'intégrer. Mais à un moment donné, lorsqu'il a été secrétaire général et que la gronde populaire était en train de s'agrandir au Ghana, on l'a enfermé. Il a vu tout de suite que ce parti qui s'appelait quoi, United Congress, quoi, et il s'est rendu compte que c'est des gens, pendant qu'il était en prison, c'est des gens qui continuaient des négociations, non pas pour la liberté, non pas pour l'indépendance, mais pour des compromis ou à la limite des compromissions. Et donc, Kwame Nkrumah va quitter ce parti pour créer son propre parti qu'il contrôlait. Et sa popularité va s'augmenter pendant qu'il était en prison. Et bon, c'est comme les autres prisonniers en Afrique. Hein. Lorsque on vous emprisonne, croyant vous faire mal, c'est en ce moment que votre popularité grandit. C'est le cas pour Thomas Sankara ici, c'est le cas pour bien d'autres leaders. Et donc, la prison a fait une sorte de rédemption politique à Kwame Nkrumah, et qui a gagné en popularité. Et lorsqu'il quitte la prison, ben, il va voler de ses propres ailes politiques. Et c'est ça qui va prévaloir à la création de cet autre parti qu'il contrôlait naturellement. Et c'est à partir de là que Kwame Nkrumah va accentuer la pression sur l'administration coloniale, et notamment en organisant les masses populaires, et jusqu'à ce que on l'emprisonne une nouvelle fois. Et parce que bon, l'homme a fait vraiment consensus, la jeunesse l'a adopté comme leur ténor politique. Et à partir de ce moment, Kwame Nkrumah va avoir le vent en poupe. Et il va monter d'exigence en exigence jusqu'à demander l'indépendance totale du Ghana. Et cette indépendance qui a été vraiment applaudie, et on va y revenir certainement. Certainement. Alors, professeur Sidiki, il y a professeur Kouliati qui le disait, oui. Il était une première fois en prison, après une seconde fois en prison. Malgré ces temps de prison-là, son engagement, sa fougue, sa détermination n'a pas faibli. Bon, peut-être une précision d'abord. Je pense plutôt que le passage de Nkrumah, de Nkrumah ou de Kwame Nkrumah, donc de l'UGCC au CPP, oui. Voilà, c'est pas que en fait il a quitté. C'est pas comme ça s'est fait. Alors, en réalité, Kwame Nkrumah va être voilà, destitué du parti, oui. Donc parce que au regard de ses actions, les notables indigènes, voilà, parce que le parti au départ a été fondé avec l'onction des notabilités des chefferies traditionnelles, et au fur et à mesure, donc le temps passé, Kwame Nkrumah a découvert que ces chefs traditionnels-là s'accommodaient plutôt bien de l'administration coloniale britannique en raison des privilèges dont ils jouissaient. Il va tenter une première fois, donc, on l'a dit, de fédérer, donc de faire adhérer massivement les jeunes dans le parti. Mais quand les premières émeutes ont éclaté, et il y a eu des répressions et tout, donc les chefs traditionnels qui étaient très influents dans ce parti-là vont mettre la pression, et c'est comme ça qu'au cours d'un congrès-là, Kwame Nkrumah va être exclu donc de l'UGCC. Voilà. Et
il va être exclu, mais il va aller créer un nouveau parti maintenant. Et les gens, avec ce qui se passait aussi à travers le monde dans certains pays des anciennes colonies britanniques et francophones, très rapidement, les idéaux qu'il défendait, il est resté donc droit dans ses bottes pour toujours défendre ses idéaux, à savoir tout de suite l'indépendance du Ghana, le Ghana aux Ghanéens, l'Afrique aux Africains, etc. Et donc, même quand il va être arrêté, après avoir fondé ce nouveau parti, il fera un raz de marée par la suite et c'est comme ça qu'il va s'imposer. Sinon, il n'a pas quitté le parti-là de lui-même. Il en a été éjecté. Jusqu'à cet instant, c'était la Côte de l'Or. Voilà, c'était la Côte de l'Or. Maintenant, bon, pour le Ghana, le Nord-Ghana, ça viendra, bien plus rare quand il va devenir, voilà, il va être s'imposer comme le leader du Ghana indépendant, puisque c'est après l'indépendance du Ghana. Donc, il va changer le nom. Gold Coast, qui était l'appellation donc coloniale, pour donner un nom véritablement africain. Donc, en hommage à cet empire donc ouest-africain du Moyen-Âge qu'est l'empire du Ghana. Alors, je le disais, malgré ces différentes péripéties-là, malgré les incarcérations, cela n'a pas faibli sa détermination, sa fougue. Ça aussi, c'est une autre chose qu'il faut lui reconnaître. C'est ça. Non, parce qu'on est quand même, les Africains ils ont quand même le souvenir récent de la colonisation. Les impôts, les travaux forcés, les humiliations, le statut d'indigène, votre statut d'inférieur, etc. Si quelqu'un vient vous dire, non, mes amis, il ne faut plus attendre, le moment est venu d'aller tout droit et de dire à ces gens-là, nous sommes maintenant matures, qu'ils rentrent chez eux, on va se prendre en indépendant et on est capable de prendre notre propre destin en main. C'est un discours qui va porter, parce qu'on était déjà dans la lancée. À la fin de la guerre, les gens ont découvert qu'en réalité, les grandes puissances de l'Ouest de l'Europe, la France, l'Angleterre, n'étaient pas aussi puissantes et qu'il suffisait donc de vous organiser pour pouvoir vous débarrasser d'eux, comme l'Inde était en train de se débarrasser d'eux, comme cela se faisait, comme l'Égypte aussi avait montré la voie, voilà, en montrant qu'on pouvait bien prendre son indépendance au détriment donc, de l'Empire britannique. Donc je pense que c'est ce qui a favorisé son ascension au pouvoir et il n'y avait personne à l'époque qui défendait ces idées-là, qui tranchait nettement avec une certaine accommodation donc, au statut que les Britanniques continuaient donc de proclamer, donc d'entretenir pour le Ghana. Et donc, naturellement, personne ne pouvait donc, si vous étiez dans un mouvement adverse, votre discours serait inaudible aux yeux des populations qui ont subi la colonisation. Alors, professeur Kouliati, même étant en prison pour une seconde fois, et c'est là même que la résistance a beaucoup plus commencé avec son nouveau parti, le CPP, si je ne me trompe. Parlez-nous un peu, comment ça s'est passé concrètement, et puis on nous dit qu'il a profité de la faille de la justice pour sortir avec les différentes élections. Il faut vraiment préciser que Kwame Nkrumah avait commencé à perdre confiance à ce parti-là, inféodé, donc l'UGCC, qui était inféodé à l'administration coloniale. Je ne sais pas si on l'a injecté, mais en tout cas, est-ce qu'il a été exclu? Même si ça a été le cas, en tout cas, il ne faisait plus confiance à ce parti à partir du moment où l'administration coloniale avait une même mise sur ce parti. Et donc, Kwame Nkrumah n'y était déjà que par de nom, et surtout qu'il a été emprisonné. C'est important de le noter parce qu'il y a comme une sorte d'accointance et une petite parenthèse toujours entre les notables en Afrique et l'administration coloniale. Ça n'a pas plu à Kwame Nkrumah. Il avait déjà quitté le parti pour moi, même si son exclusion a suivi par la suite. Mais je pense que en créant son propre parti, il a gagné plus la confiance des populations et c'est ça qui lui a prévalu d'être davantage populaire, même s'il l'a été déjà. Mais il y a un fait quand même insolite. Pendant que Kwame Nkrumah a été emprisonné à nouveau, son parti, on organise des élections locales, et son parti l'emporte, y compris lui-même, il fut candidat, il l'emporte. Et donc, ça fait jurisprudence. Mais on dit qu'il a profité d'une faille de la justice, mais en réalité, la justice n'a pas pris toutes les précautions pour dire qu'il est exclu en tant que prisonnier. D'abord, le procès n'a pas eu lieu. C'était un procès, enfin, un emprisonnement à la va-vite. On ne l'a pas condamné, on ne lui a pas retiré ses droits civiques. Ce nouveau parti n'a pas été à nouveau exclu. Pendant que le parti qui l'a quitté a connu déjà une exclusion par l'administration coloniale. Donc, ça fait que
Kwame Nkrumah a profité, donc on dit qu'il a profité de cette faille. Il a été élu et il a été mis devant le fait accompli par l'administration. Enfin, les populations l'ont mis devant ont mis l'administration coloniale devant le fait accompli en élisant son parti, en faisant remporter son parti, qui devenait le parti majoritaire et presque qui a remporté beaucoup de sièges. Et donc, Kwame Nkrumah devenait de fait et de droit un homme d'État important, et ce qui va le propulser au poste de Premier ministre, entre guillemets, dont l'appellation n'était pas Premier ministre en son temps. Donc, voilà comment est-ce que l'homme est parti de la prison à l'ascension politique. Et s'il était resté dans ce parti inféodé, ce n'est pas évident qu'il serait arrivé à ce stade-là. Alors, de la prison, il devient chef. Et je veux juste ajouter quelque chose. D'accord, professeur. Et quand on parle de faille de la justice, c'est très simple. En fait, l'administration coloniale britannique, à chaque fois qu'on arrêtait et qu'on emprisonnait Kwame Nkrumah, on ne le jugeait pas. Pourquoi? Parce que l'administration coloniale britannique était persuadée que des avocats auraient afflué de partout pour le défendre et que cela aurait même accru la popularité de Kwame Nkrumah. Du coup, on l'arrête, on l'emprisonne, il n'est pas jugé. Et si vous n'êtes pas jugé, ça veut dire que vous n'êtes pas condamné. Pas condamné. Et tant que vous n'êtes pas tant que vous n'êtes pas condamné, aucune décision vous retirant vos droits civiques n'est prononcée. Et c'est comme ça que donc, son parti n'était pas dissous, il n'était pas victime d'une suppression de ses droits civiques. Donc, du coup, il pouvait se présenter, c'est ce qui s'est passé. D'accord. Voilà. Alors, une fois élu, oui. Il prend la capitale, oui. Accra. Et l'autre chose, c'est qu'on a constaté maintenant le vote d'une nouvelle constitution. Oui. Et avec l'Assemblée constitutive, l'Assemblée législative également. Oui. Comment est-ce qu'il est arrivé à convaincre l'administration britannique? Non, l'administration britannique avait déjà compris que c'était l'homme avec lequel il s'est imposé de fait. Soit vous voulez être dans un régime démocratique et il faut apprendre à travailler avec lui, ou alors vous ne voulez pas travailler avec lui, il faut trouver une autre méthode, peut-être violente. Par exemple, l'assassinat, comme cela se faisait dans certaines colonies francophones. Mais les Britanniques, eux, ils étaient moins enclins à ces méthodes vraiment d'assassinat. Et donc, naturellement, la nouvelle donne a changé puisqu'il est majoritaire à l'Assemblée. Il peut procéder à des modifications. C'est ce qui se passe. On ne peut pas avoir 3/4 des sièges à une Assemblée nationale et ne pas pouvoir procéder aux différents réajustements, aux différentes modifications qu'on voudrait donner. Et c'est ce qui a permis donc de passer à cette nouvelle constituante-là. D'accord. Il s'est vu propulsé à un poste supérieur de la prison. Il est devenu chef. Voilà. Ses premières actions, quelles ont été ses premières actions? Puisqu'il n'était pas encore préparé à cela. Non, mais il était préparé à ça. C'est un intellectuel, hein? C'est un économiste, c'est un sociologue, c'est un philosophe. Il est préparé à cela. Il est très cultivé, il lit beaucoup et il écrit beaucoup aussi. Voilà. Et donc, ses premières actions, il va d'abord utiliser donc, les excédents budgétaires liés au cours très intéressant du cacao à l'époque pour maintenant entreprendre des actions au niveau de l'éducation, de la santé. Et là, je vous assure que ça a fini de convaincre les Ghanéens que c'était vraiment l'homme dont ils avaient besoin. On verra par la suite, malheureusement, que le cours du cacao va décliner, que il va commencer à éprouver des difficultés. François Kouliati, ces actions en tant que chef de la prison, il devient chef. Est-ce que, comme le professeur Sidiki l'a dit, il a fini par convaincre les Ghanéens? Oui, il a fini par convaincre les Ghanéens en entreprenant de vastes réformes politiques, économiques. Bon, sur le plan politique, il y a beaucoup à redire sur sa gestion, mais sur le plan économique, l'homme a été très rigoureux. Il a entrepris de grosses réformes structurelles. Qu'il vous souvienne de la construction du port de Tema et de l'autoroute Tema-Accra,
qui devait favoriser l'économie, l'écoulement des produits et tout ça. Il a aussi entrepris de construire un vaste réseau routier au Ghana. C'est un élément très important qu'il faut souligner. Il a aussi travaillé à réduire la corruption. Et il faisait de la lutte de la corruption, contre la corruption son cheval de bataille. Et donc tout ça, comment le collègue l'a dit, sur le plan de la santé, les domaines sociaux, comme la santé, l'éducation, il en a fait son cheval de bataille. Au point où, finalement, les Ghanéens ont dit, c'est l'homme de la situation. Et ça a accru, en quelque sorte, sa popularité au Ghana, au point où, bon, Kwame Nkrumah, c'était vraiment un messie. Est-ce que ça a plu à l'administration britannique? L'administration britannique, quand on a proclamé les indépendances... Bien avant. Bien avant qu'il ne soit... Bien avant qu'il... Voilà, quand il gérait déjà Accra, bien avant les indépendances, bien sûr. Oui, bien avant les indépendances, il co-gérait. Il n'avait pas encore les mains libres. Il co-gérait et il n'a pas réalisé grand-chose pendant qu'il était dans cette marge avec l'administration coloniale. C'est quand il aura pris les indépendances, il aurait vraiment arraché les indépendances des Britanniques, qu'il va commencer à poser de véritables actions pour le développement du Ghana. Mais là, dans la fourchette de 47 à 57, dans la décennie de 47 à 57, sa lutte a été plutôt focalisée sur la liberté et les indépendances du Ghana. Et il animait aussi des conférences au niveau international, au niveau africain. Il appuyait beaucoup les mouvements indépendantistes. Il animait des conférences. Donc, c'était des actions de 47 à 57, c'était des actions plutôt politiques qu'il menait pour faire accéder à son pays, son indépendance en 57. Alors, je reste avec vous avant, bien sûr, puisqu'il a été élu une première fois et il a été maintenant réélu une seconde fois. Et c'est là qu'il fait table rase à l'Assemblée législative et il demande maintenant l'indépendance de son pays. Est-ce qu'il est parvenu à l'avoir facilement? Oui, là, il est parvenu à l'avoir, contre vent et marée. On l'a souligné tout à l'heure qu'il avait déjà le vent en poupe. Les décennies 47-57 ont été vraiment des périodes charnières pour l'administration coloniale. Il n'a pas facilité la tâche à l'administration coloniale à travers les soulèvements, les grèves, les manifestations, quelquefois violentes. Il les a en quelque sorte forcé la main. Il leur a forcé la main, ça c'est sûr et certain. Donc il fallait, l'indépendance est arrivée, je dirais quoi, comme une lettre à la poste. Et quand bien même il y a eu quelques couacs avec des bains de sang quelquefois que l'administration coloniale avait perpétré sur les gens qui manifestaient sur la place publique. Monsieur Sidiki, vous pensez aussi qu'il a forcé la main à l'administration britannique pour demander, coûte que coûte, l'indépendance de son pays? Non, mais c'était son idéologie. Lui, c'est un indépendantiste. Il n'y a pas à aller par mille chemins. Nous voulons l'indépendance et tout de suite. Et comme l'administration britannique est très pragmatique, l'administration coloniale britannique est plus pragmatique, par exemple, que l'administration coloniale française. Quand ils ont vu que, alors là, le monsieur, si on veut aller par la voie démocratique, c'est sûr que ça va se terminer par là. Donc, il fallait apprendre à travailler avec lui et quitte à s'attendre à ce que l'indépendance là leur soit accordée le plus rapidement possible. Alors, ils avaient la possibilité, on pouvait imaginer qu'ils pouvaient s'opposer, que l'administration britannique pouvait s'opposer au projet de Kwame Nkrumah. Mais rappelez-vous qu'à partir de ces années déjà, les Britanniques étaient très peu présents sur le plan militaire dans ces colonies, contrairement aux Français. Et il y a les exemples de l'Inde et de l'Égypte qui étaient là. Les Britanniques ont compris que le bras de fer là, ça va vous discréditer, vous diaboliser auprès de la communauté, auprès de beaucoup de nations du monde, et que donc ils n'étaient plus dans cette posture-là. Il fallait susciter certainement le jeu démocratique en pensant pouvoir avoir un adversaire de taille contre Kwame Nkrumah, mais les idées que Nkrumah défendait à l'époque, personne ne pouvait facilement l'emporter contre lui. Et je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Les Britanniques, il faut reconnaître que
le jeu démocratique déjà à l'époque était tel que, de façon objective, voilà, un dirigeant pouvait arriver au sommet. Et les premières victoires électorales de Kwame Nkrumah lui ont permis effectivement d'être le dirigeant de fait du Ghana, encore colonie britannique. Alors, avec une partie du pouvoir qui est exercée justement par les indigènes, et bon, sur d'autres plans, effectivement, les Britanniques sont encore présents. Et avec les réformes qui vont s'enchaîner, la victoire écrasante de Kwame Nkrumah aux législatives, je crois, c'était en 1956, voilà, 56. Où il va rafler près de 3 quarts. Parce que c'était 51, après voilà, c'est 56. Voilà, donc les 3 quarts des sièges là, à l'Assemblée, naturellement, il l'avait déjà emporté. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut bien laisser l'Assemblée fonctionner. C'est comme ça qu'il est parvenu à être le véritable maître du Ghana à partir de 1957. Alors, voilà. En 1957, son pays devient indépendant, oui. Et Kwame Nkrumah est maintenant convaincu, le panafricanisme, maintenant, Kwame Nkrumah a le vent en poupe, et il est convaincu que pour résister aux envahisseurs, il faut collaborer avec les autres. Il a commencé maintenant sa collaboration avec les autres pays africains. Oui. Dites-nous, est-ce qu'on peut revenir sur quelques actions de l'homme? Bien, et je pense que c'est ici la grande différence entre Kwame Nkrumah et les autres dirigeants qui se proclament panafricanistes. Lui, ce sont des actions surtout. À l'intérieur de son pays, on l'a souligné, hein, sur le plan économique, il avait déjà réussi à construire le plus grand barrage. Donc, à l'époque, hein, dans la sous-région, donc le barrage d'Akosombo. Et alors, c'est quelqu'un, très rapidement aussi, donc, qui a apporté son soutien à Sékou Touré à l'époque, donc, en 1958, quand la Guinée a pris son indépendance et que les Français jouaient des pieds et des coudes pour vraiment lui faire échouer, le faire échouer, Kwame Nkrumah va même se permettre de prêter de l'argent à près de 10 millions, hein, je crois, de livres sterling à l'époque à Sékou Touré. Et il sera aussi l'un des dirigeants africains qui, voyant le martyre que vivait déjà Patrice Lumumba, on avait donc instrumentalisé les Katangais qui cherchaient à faire sécession, tout cela pour que Patrice Lumumba tombe. Et lui, il avait été celui-là qui avait pris la décision d'envoyer une force militaire donc, pour épauler donc, ce grand nationaliste panafricaniste aussi qu'est Lumumba. Sans oublier aussi que l'Organisation de l'Unité africaine va être créée en quelque sorte sous son instigation en 1963. Donc voici des actions très concrètes qui montrent en tout cas son engagement pour une Afrique unie. Et j'oubliais un dernier élément, c'est qu'il va constituer en quelque sorte une union politique avec la Guinée de Sékou Touré en 1959, qui sera, et leur union va être rejointe par le Mali en 1960. Bon, ça va rester certes une union symbolique, bon, juste de façade, mais quand même, le geste était important. Et pour l'OIA, lui, il ne voulait même pas s'arrêter donc à cette organisation, il voulait même aller jusqu'à la création, jusqu'à la mise en place d'un gouvernement à l'échelle africaine, d'un gouvernement central africain. Donc voici autant d'actions qui montrent que lui, il est vraiment dans l'action et non pas dans les discours. Professeur Pulgati, quelques actions également de l'homme quand son pays est devenu maintenant un vrai panafricain et il est déterminé. Je voudrais d'abord piocher dans son discours lorsque son pays a accédé à son indépendance. Il a dit ceci, le Ghana est désormais libre, mais notre indépendance n'aura de sens que lorsqu'elle est liée à la libération totale de toute l'Afrique. C'est dans son discours à la nation, son tout premier discours d'indépendance qu'il a prononcé cette phrase. Il donnait déjà quelques signaux de sa gouvernance. Kwame Nkrumah aura passé une bonne partie de sa vie politique en tant que chef d'État ghanéen à l'unité africaine, peut-être même au développement même de son pays, si on va bien voir. C'est quelqu'un, le problème africain était pris à bras le corps par Kwame Nkrumah. Et il a souligné quelques exemples où on a l'impression qu'il n'était même pas élu pour les Ghanéens.
il était élu pour l'unité africaine. On lui a fait beaucoup de reproches sur ce plan, mais c'était l'homme aussi comme ça. Il croyait en l'unité africaine comme quelque chose qui devait se réaliser sous ses yeux. Mais malheureusement, tout le monde ne marchait pas au même rythme. Il n'y avait pas l'assentiment des autres chefs d'État? Pas forcément. Si ça avait été le cas, on serait allé plus loin. Mais je pense qu'il y avait, de toute façon, je ne vous apprends rien. Il y avait deux camps déjà, dès la création donc, de l'Union africaine, qui a deux camps qui ont marqué l'histoire de l'unité africaine avant l'OIA, avant qu'on ne vienne même à l'unité africaine. Voilà. C'était deux camps déjà fichés, c'est-à-dire le camp des maximalistes et le camp des gradualistes. Ceux qui voulaient l'indépendance ici et maintenant, comme les Kwame Nkrumah, comme les Chamora Machel, comme comment il s'appelle, l'Amical Cabral, comme qui d'autres de la sous-région, qui voulaient vraiment qu'on aille ici et maintenant. Et dans la foulée, il y avait certains chefs d'État comme Félix Houphouët-Boigny, et Léopold Sédar Senghor, et son voisin togolais, qui ne voyaient pas les choses de la même façon, qui pensaient qu'il fallait d'abord aller doucement, aller à l'intégration sous-régionale avant d'aller vers l'intégration africaine. Bon, l'histoire donne raison à qui? À vous-même d'en juger. Mais dans tous les cas, l'homme a cru au panafricanisme et qu'il l'a déjà nourri depuis qu'il était étudiant. Et je vous rappelle qu'il a été le président des étudiants américains et canadiens, africains déjà. Et donc c'est quelqu'un qui avait déjà l'esprit au panafricanisme. Et le congrès, le 5e congrès, donc c'est le deuxième congrès, non? C'est le 5e congrès des panafricanistes. Ont venu comme sceller davantage son destin de panafricaniste fiefé. Donc, Kwame Nkrumah, à la fin, il aura laissé un avantage panafricaniste très lourd que ses pères n'ont pas pu solder jusqu'à l'heure où on vous parle. Alors, professeur Sidiki, quelle était sa collaboration? C'est vrai, on a parlé de Sékou Touré. Quelle était sa collaboration avec ses voisins et aussi en Afrique, sans oublier aussi le Royaume-Uni? Bon, prenons d'abord avec ses voisins. Le Ghana a 3 voisins. Au nord, c'est le Burkina. Donc, à l'est, vous avez donc le Togo et puis la Côte d'Ivoire. Alors, avec la Côte d'Ivoire, commençons par là, les relations n'étaient pas du tout bonnes, hein, parce que Houphouët-Boigny, Kwame Nkrumah, c'était des lignes idéologiques et politiques totalement antagonistes. Voilà. Houphouët-Boigny, c'était l'homme des Occidentaux, c'était l'homme des Français, et donc il n'a jamais cru, donc il a pensé que non, il n'était pas question donc d'aller dans une forme de fédération, parce que lui, il croyait que seul son pays pouvait s'en sortir. Sinon, l'idéal aurait été que la Côte d'Ivoire est producteur de cacao, le Ghana aussi, à eux deux, c'était déjà près de 60% de la production de cacao au monde. Mais s'ils faisaient chemin ensemble, je pense qu'ils auraient tiré grand profit de cela, mais ce n'était pas possible. Donc, les relations avec la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny n'étaient pas du tout bonnes. Avec le Togo aussi, il a eu plaisir à travailler avec Sylvanus Olympio, surtout qui était aussi sur le point de mettre en place une monnaie donc propre au Togo. Malheureusement, ce qui lui a valu en quelque sorte d'être assassiné. Oui, parce que là, le Togo, après la Deuxième Guerre mondiale, est devenu en quelque sorte une colonie française. Donc la violence qu'on connaît dans les colonies françaises, là, tout de suite, a eu raison de Sylvanus Olympio en 1960 déjà. Donc là, et après Sylvanus Olympio, c'est vraiment quelqu'un qui était à la solde des Américains et des Britanniques. Donc, comment elle s'appelle, le METEC là, en fait, qui va régner, qui va même abandonner définitivement le projet de monnaie donc, qui était cher à Sylvanus Olympio. Au nord, le Burkina Faso de Maurice Yamégo, évidemment, Maurice Yamégo était caniche de Houphouët-Boigny, hein, c'était une caisse de résonance de Houphouët-Boigny de la politique française. Donc là, du coup, lui, Kwame Nkrumah s'est retrouvé en train plutôt
collaboré avec des gens qui étaient un peu loin de lui, mais qui défendaient les mêmes idéaux. J'ai parlé tantôt de Sékou Touré de la Guinée, de Modibo Keïta du Mali, de Patrice Lumumba, donc du Zaïre, et de Nasser, donc de l'Égypte. Et puis maintenant, avec l'ancienne puissance coloniale, la Grande-Bretagne, non, ce n'était pas une rupture brutale. Hein. Donc pour lui, il croyait au respect mutuel. Il était convaincu que le Ghana, en prenant son indépendance, pouvait toujours être utile. Donc l'Angleterre à la Grande-Bretagne, mais dans le cadre du Commonwealth, parce qu'il ne s'est jamais retiré du Commonwealth. Et donc on peut dire sur ce point-là, bon, il n'y avait pas grand-chose à signaler, mais l'essentiel de sa force était orienté vers les Africains, les dirigeants africains, pour les convaincre de l'importance, de l'utilité de son projet donc de panafricanisme et d'unité africaine. Malheureusement, donc, ça n'a pas donné... Non, bon, les gens à l'époque, là, personne ne voulait renoncer à sa petite souveraineté, sans oublier que beaucoup étaient manipulés. Et il y avait les exemples aussi qui montraient que si vous voulez emprunter la voie donc de Kwame Nkrumah, vous risquez à tout moment de vous faire assassiner. Donc il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas prendre ce risque. Voilà, parce que ceux qui ont pris ce risque, ils se sont fait tuer violemment. Bon, donc c'était le contexte. Mais lui, il faut quand même souligner une chose. Et juste pendant son ascension au pouvoir, il n'a jamais utilisé la violence. Ça, c'est quelque chose qui est quand même à remercier. Bon, donc, mais on verra quand il va plus tard avec son projet de parti unique. Oui. Mais là encore, il faut reconnaître que nous étions... C'était la mode à l'époque. J'aime toujours dire, pour blâmer quelqu'un d'avoir été à la tête d'un parti unique, il faut regarder le contexte global en Afrique à cette époque. C'était la mode de parti unique. C'était la mode et les exceptions, c'était plutôt le multipartisme. Alors, professeur Koulidiati, je profite pour demander quelle était la gestion politique, puisque vous avez tout à l'heure abordé le côté économique, la gestion politique de l'homme. La gestion politique de l'homme, il y avait beaucoup à redire. Notamment sa volonté de surfer sur le parti unique et avec une certaine forme de gestion arbitraire, hein, on peut le dire. Qu'il vous souvienne qu'il a réussi à faire voter à l'Assemblée nationale la loi de la détention préventive, c'est-à-dire qui permettait à l'administration d'attraper n'importe qui et de l'enfermer. C'est la loi sans passer à un jugement. Et je crois que cette loi l'a beaucoup affaibli. Et il y a eu beaucoup de prisonniers politiques, hein, attention, il faut le souligner. Ça aussi, c'est la gestion de l'homme. À partir de cette loi qui a été votée par l'Assemblée, qui est passée haut la main, la loi de la détention préventive, on assistait à des arrestations arbitraires, des emprisonnements. Et lorsque on a pris le pouvoir par un coup d'État, vous avez vu, les prisons étaient pleines à craquer. À Accra, attention. Ça, c'est notre paire de manches de la gestion politique de l'homme. Mais il faut aussi se rendre à l'évidence. Quand même, comment il n'a pas pris le pouvoir par un coup d'État quand même? Non, il n'a pas pris le pouvoir par un coup d'État. C'est par la volonté populaire qu'il est arrivé au pouvoir. Mais par la suite, politiquement, il y a eu quand même quelques dérives. Et il faut le souligner, c'est un homme, c'est un humain, avec ses forces et ses faiblesses. Mais il faut aussi se rendre à l'évidence que c'est quasi difficile de gouverner nos États, tout en restant comme ça dans la démocratie à l'occidentale. Kwame Nkrumah aurait eu des difficultés à gouverner s'il n'avait pas instauré ce bras de fer, cette manière de gérer avec une main de fer le Ghana. Parce que l'administration coloniale britannique, quoi qu'elle avait... commencé par le diaboliser aussi. Absolument. Quoi qu'elle avait été affaiblie par la Seconde Guerre mondiale, elle est restée à de complicité avec la CIA pour déstructurer le plan de Kwame Nkrumah. Et il a parlé aussi d'ennemis internes. Et il a toujours dit haut et fort. Et il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat sur sa personne. Il savait qu'on voulait, on en voulait à sa personne. On voulait vraiment l'éliminer coûte que coûte. Il fallait vraiment prendre toutes les mesures. Mais c'est ça aussi l'Afrique. C'est ça aussi l'Afrique. L'Africain qui n'a jamais adopté un héros. L'Africain
qui est comme frappé par une sorte de malédiction qui consiste à diaboliser le héros, à l'isoler, à lui réserver une fin tragique. Et tous les héros africains, si vous le prenez, c'est comme ça qu'ils finissent. Mais quelquefois, il faut durcir le ton. Si tu ne le fais pas, c'est eux qui vont te faire, en fait. Moi, je crois que Kwame Nkrumah, on peut le comprendre dans ce sens. Parce qu'à partir du moment où il avait des idéaux, il faisait bouger les lits, et qu'il savait qu'autour de lui, il y avait des gens qui tenaient coûte que coûte à le faire échouer, il fallait plutôt durcir le ton. C'est ça qui explique un peu sa gestion, sa gestion politique assez dure vers la fin de ses jours politiques au Ghana. Alors, professeur Sidiki, je sais que vous avez un mot à placer, mais je voudrais aussi vous demander comment est-ce que s'est terminé le règne ou la gestion de Kwame Nkrumah? Bon, je pense que le collègue l'a dit, hein, c'est vers la fin de son règne, on pouvait parler d'un pouvoir quelque peu dictatorial. Et les ennemis de Kwame Nkrumah et de l'Afrique aussi tendent à tellement grossir cette gestion un peu autoritaire de Kwame Nkrumah. Mais ce que moi j'ai à dire à ce sujet, c'est que quand ça se passe ailleurs, par exemple les dictatures éclairées, on les a vues en Europe, quand on voit aussi des dictateurs, mais visionnaires en Asie, ah non, on les applaudit, mais chez nous, on n'est pas prêt à les sentir. Et puis, après tout, il y a deux facteurs qui doivent nous permettre quand même de mettre du bémol dans le jugement que nous voulons porter sur la gestion un peu autoritaire de Kwame Nkrumah à partir des années 1900, à partir de 1963-64. Le premier facteur, c'est la chute drastique du cours du cacao. Donc, il y a une crise économique réelle qui s'installe, hein. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il va décider, pour continuer à financer le social, l'éducation, la santé, les infrastructures, d'un prélèvement de 5% sur les salaires. Et souvent, c'est les fonctionnaires, la petite minorité qui veut qu'on lui partage l'essentiel du magot national, là, qui va se jeter dans les rues à travers des grèves, des manifestations, et que va soutenir l'ancienne puissance coloniale. Et voilà comment ça va amener Kwame Nkrumah à durcir maintenant sa gestion, donc en enfermant justement les journalistes, en enfermant des grévistes, des chefs de parti, etc. Et deuxième facteur, ce sont les tentatives d'assassinat. Voilà. Et il voyait, donc ça s'est passé ailleurs, 1962. Il échappe belle à une tentative d'assassinat. 1964 encore, on tente et il réussit, il échappe belle encore à une tentative d'assassinat. Quand vous échappez plusieurs fois à des tentatives d'assassinat, qu'est-ce qui vous reste? Il faut que vous compreniez que à l'intérieur de votre pays, autour de vous, les assassins potentiels sont là. Et c'est ce qui explique aussi qu'il va prendre des mesures pour s'assurer que voilà, ces gens-là ne vont pas réussir à l'éliminer physiquement. Et parce qu'il était convaincu après tout que ces gens qui voulaient l'assassiner, ils ne pouvaient pas faire mieux que lui. Et l'histoire va nous donner raison parce que Kwame Nkrumah va tomber en 1966 et 1969, ses successeurs. 1969, c'est la grande débâcle donc, économique qui va pousser le Ghana pour la première fois à expulser les Africains, les immigrés africains qui étaient au Ghana et dont le plus gros contingent venait du Nigeria. Voilà, donc, mais si les gens avaient été compréhensifs envers Kwame Nkrumah, dit nous, on va prélever quelque chose sur les rémunérations des fonctionnaires pour financer les infrastructures, on n'en serait pas là. Et il faut comprendre, de 1966 jusqu'à l'arrivée de Rawlings au pouvoir en 1979, c'est-à-dire 13 ans après, donc l'éviction de Kwame Nkrumah, le Ghana est toujours dans l'instabilité et près de 8 chefs d'État se sont succédés au pouvoir et tous ont vécu l'instabilité. Et c'est là l'incompréhension de l'Africain. Comment? C'est là l'incompréhension de l'Africain. Et c'est là l'incompréhension et c'est là qu'on a compris qu'en réalité, ce que Kwame Nkrumah faisait là, en réalité, c'était la bonne voie. Parce qu'après lui, près de 8 chefs d'État, près de 8 Ghanéens se sont succédés sans réussir véritablement à tirer le Ghana de cette situation. Et il a fallu donc Rawlings qui va arriver, mais qui va rester au pouvoir quasiment 20 ans, hein, de 1979 jusqu'en 2001.
Voilà donc, qu'est-ce qu'on va reprocher? Kwame Nkrumah s'était proclamé président à vie avec son parti unique. Il est resté au pouvoir peut-être une dizaine d'années. Mais donc, Jerry John Rawlings, qui est bien applaudi aussi, qui est reconnu comme un héros ghanéen. En tout cas, c'est le deuxième héros du Ghana après donc Kwame Nkrumah. Cela ne fait aucun doute, mais regardez aussi sa longévité au pouvoir. Alors, donc, oui, comment s'est terminé le règne de Kwame Nkrumah? Oui, ben voilà, c'est un coup d'État. Hein, donc, c'est bien documenté. C'était pendant un voyage en Chine. Donc, des putschistes ont profité donc, pour le renverser. Voilà. Et donc, quand il a dû continuer, comment dire, en Guinée, chez son ami Sékou Touré, où il est resté. Et donc, il n'a jamais éprouvé, voilà, il n'a jamais été manifesté de l'amertume. Parce que lui, il était convaincu que l'histoire lui donnerait raison. Et étant en exil donc, en Guinée, il continuait donc de répandre ses idéaux en écrivant, en publiant des livres. Et après avoir fondé même en Guinée une maison d'édition qui lui permettait de continuer à répandre ses idées, je pense que vraiment sur ce plan, on ne peut rien lui reprocher. Il ne s'est jamais dit que son combat pour le panafricanisme, donc le développement de l'Afrique s'arrêtait dès lors où lui n'était plus chef de l'État. Et donc il a bien compris qu'il pouvait mener le combat autrement par la diffusion de ses idées à travers ses publications. Alors, c'est vrai que nous sommes pris par le temps, mais professeur Kouliati, j'ai bien envie de vous poser une question, avant bien sûr qu'on en vienne à la question ultime. Quelle est cette incompréhension-là de l'Africain pour qu'il n'arrive pas à adopter ses héros, et c'est après l'avoir perdu maintenant qu'il prend conscience que vraiment cette personne-là, on aurait pu lui donner raison? Je ne suis pas sûr qu'il y ait une conscience africaine. Quelle est cette conscience donc qui se réveille après coup? Quelle est cette conscience humaine qui subit des mutilations, des spoliations depuis bientôt 13 siècles? C'est depuis le 7e siècle que nous avons connu l'invasion arabo-musulmane. Et de cette période jusqu'à l'heure où on est en train de parler, l'Afrique est toujours spoliée. On n'a jamais pris conscience. Et chaque fois, nous sommes des gens qui prenons conscience après avoir perdu un héros. Pendant que d'autres protègent leur héros, leur prophète, l'Africain se donne tous les moyens. Il se déploie toute son énergie pour éliminer son héros, quitte à le regretter après. Je ne suis pas sûr que nous ayons une conscience à la hauteur de la conscience humaine. Ça m'engage. Mais sinon, je dirais quoi? Même quand vous voyez l'organisation dans la prédation, dans le monde de la jungle, dans la forêt, oui. Lorsque vous voyez un prédateur qui vient attaquer un troupeau, vous voyez que les animaux, soit ils se mettent, en tout cas l'animal qui voudrait vraiment défendre la troupe là, les autres se mettent autour de lui pour défendre, pour le protéger. Mais qu'est-ce qu'on remarque chez les Noirs? Toujours la même chose. Lorsque on attaque un de nôtres, nous aidons les autres à assommer nos héros. Et si ce n'est pas nous-mêmes qui prenons l'initiative de les éliminer, quitte à regretter après. La méchanceté de l'homme noir, il n'est qu'à voir la fin de Kwame Nkrumah pour comprendre jusqu'à où nous avons encore du chemin à faire. On lui fait un coup d'État, il s'exile. Il meurt comme si il était vraiment quelqu'un qui n'avait rien à apporter ni à son pays, ni à l'Afrique. Et je vous souligne au passage, même vers ces derniers jours, lui et puis Sékou Touré, ça n'allait pas du tout. Voyez-vous, finalement, nous voulons quoi? Que des anges descendent du ciel pour gouverner nos États. Il a fallu l'arrivée de Rawlings pour ériger un mausolée en son honneur. Absolument. C'est-à-dire, l'Africain, il va haïr son héros de son vivant et lui refuser même une sépulture. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Et je dis que les hommes les plus malheureux en Afrique sont les gens qui sont porteurs d'idées de changement. Voilà, on aura bien compris. Nous sommes maintenant, on est pris par le temps, je le disais, nous sommes à la question ultime. Kwame Nkrumah mérite-t-il d'être érigé au rang de patriote d'Afrique? Professeur Kouliati. Je ne sais pas si
Il y a un autre grade, au-delà du panthéon des gloires africaines, pour lui affubler. Mais je crois qu'il mérite d'être inscrit en lettres d'or au panthéon des gloires patriotes d'Afrique. Vous voulez dire plus que ça? Plus que ça. François Sidiki. Oui, je crois que cela va de soi. Hein. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a un leader politique africain qui mérite plus que Kwame Nkrumah le titre de patriote d'Afrique? Non, moi je ne pense pas. En tout cas, lui, il est vraiment las en la matière. Et donc, je pense qu'à ce niveau, l'unanimité doit être faite que c'est celui-là le véritable patriote d'Afrique. Vous voulez dire que c'est le premier? Ah oui, si on doit faire un classement, oui, c'est le premier. Parce que beaucoup de ceux dont on a parlé, c'était à l'intérieur de leur pays qu'on a vu leur action. Oui. Mais là, voilà, quand même, pour la première fois, quelqu'un, alors, dès que, en même temps qu'il est au front dans son propre pays, il a conscience que ça ne suffit pas, que seul un petit pays comme le Ghana ne pourra rien. Il a passé son temps, il a utilisé sa force, son énergie, son intelligence pour convaincre les Africains en posant des actes là qu'il faut chercher à se rassembler, à s'unir pour vraiment peser lourd pour le bonheur de nos populations. François Koulibaly, vous pensez aussi que c'est le premier? Oui, jusqu'ici. 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 D'accord. Eh bien, jusqu'ici, si on doit faire le classement, Kwame Nkrumah est le premier patriote d'Afrique. Vous aussi qui êtes à la maison, vous l'avez su, vous le savez certainement. Et c'est ici que nous allons refermer les portes de ce numéro de votre émission Patriote d'Afrique. Et merci à professeur Sidiki Traoré, enseignant-chercheur à l'Université Joseph Kizerbo. Merci d'être venu. Je vous remercie. Le professeur Boulkindi Prosper Koulibaly, enseignant-chercheur à l'Université Joseph Kizerbo, également en littérature africaine, SP en diplomatie et relations internationales. Merci aussi à vous d'être venu. Merci beaucoup. Merci à vous qui êtes restés pour nous suivre. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien.